Imaginez être une jeune femme dans la Rome antique, tremblante à l'ombre des temples de marbre et des juges impitoyables. Votre seul crime? Avoir été accusé d'avoir trahi votre virginité. Dans une société où l'honneur et la pureté rituelle étaient vénérés comme des dieux, les punitions pour de telles accusations n'étaient pas seulement brutales, mais aussi délibérément humiliantes. Être enterrée vivante, subir des châtiments symboliques ou la honte publique, le destin des vierges accusées d'infidélité révèle les recoins les plus sombres de la société romaine. Ce soir, nous allons plonger dans ce monde oublié de cruauté, de rituels et de peur. Fermez les yeux un instant et imaginez une Rome grouillante, avec ses marchés bruyants, ses temples majestueux et ses rues pavées où résonnent les pas de milliers de sandales. Dans ce monde où chaque geste, chaque rituel et chaque rôle social est codifié, la virginité n'est pas seulement une question d'intimité, mais une véritable monnaie d'honneur. La virginité féminine, en particulier, représentait bien plus qu'un état biologique. Elle incarnait la pureté morale, la dignité de la famille et, parfois, la stabilité même de la cité. Une fille vierge n'était pas simplement une jeune femme chaste, elle était le miroir de l'honneur de son père, de sa maison et de ses ancêtres. Sa valeur, en tant qu'épouse potentielle, en dépendait directement. Le mariage n'était pas une simple affaire d'amour, il était un contrat social, une alliance stratégique, et la virginité était la garantie de ce contrat. Les Romains associaient la virginité à l'ordre et à la discipline, deux valeurs chères à leur culture. Elle n'était pas seulement privée, mais publique. Dans les classes aisées, préserver la virginité d'une fille jusqu'au mariage était une mission sacrée. Dans les classes populaires, la pression sociale restait forte, bien que les pratiques fussent parfois plus souples. Mais partout, l'idée demeurait. Une vierge représentait la possibilité d'un avenir ordonné, d'une descendance légitime et d'une continuité familiale sans scandale. Et c'est précisément cette obsession collective qui allait transformer la virginité en instrument de pouvoir, mais aussi en piège mortel, car plus la société sacralisait cet état, plus les conséquences de son éventuelle perte devenaient effroyables. Une simple accusation pouvait suffire à ruiner une réputation, à déclencher un procès secret et parfois même à condamner une innocente au pire supplice. Ce n'était pas seulement une affaire de morale, mais une mécanique sociale et politique, où la virginité devenait un outil de contrôle sur le corps des femmes. Et, comme nous allons le voir, aucune catégorie n'était plus surveillée et idolâtrée que les célèbres Vestales de Rome. Pour comprendre la force de cette obsession, il faut replacer Rome dans son univers religieux et symbolique. Dans la cité antique, tout, absolument tout, était une affaire de pacte avec les dieux. La prospérité, la victoire militaire, la santé publique, chaque succès ou désastre était interprété comme la conséquence directe du respect ou de la violation de rites sacrés. Et parmi ces rites, la pureté sexuelle des femmes occupait une place centrale. Les Romains croyaient que la chasteté des femmes, en particulier avant le mariage, agissait comme une barrière invisible contre le chaos. Une vierge représentait l'ordre cosmique, la promesse d'une lignée non corrompue par le doute, une offrande vivante au Dieu protecteur de la cité. C'est pourquoi des figures, comme les Vestales, vierges consacrées au culte de Vesta, déesse du feu sacré, devinrent à la fois sacrées et prisonnières d'un idéal impossible à briser. Mais cette obsession ne concernait pas seulement les élites religieuses. Dans chaque foyer romain, la virginité d'une fille était gardée avec un soin extrême. Les pères avaient pour rôle de protéger et de livrer cette pureté intacte à l'époux choisi. On considérait que l'honneur d'un homme se reflétait dans la chasteté de ses filles. Une rumeur, un soupçon, et tout un clan pouvaient être couverts de honte. Dans un monde où la réputation valait plus qu'un trésor, cela pouvait ruiner une carrière politique ou briser des alliances vitales. Cette logique créait une pression insupportable sur les jeunes femmes. Elles n'étaient pas seulement surveillées, elles étaient l'incarnation vivante de la stabilité familiale et politique. Et si elles échouaient, ou si on les accusait d'avoir échoué, elles devenaient le bouc émissaire idéal.
car l'obsession romaine pour la virginité n'était pas qu'une idée morale, c'était une arme sociale, religieuse et politique, utilisée pour maintenir l'ordre et, surtout, pour contrôler les femmes. Et c'est dans ce contexte étouffant que le destin des Vestales allait devenir le théâtre des punitions les plus horribles de la Rome antique. Si l'on parle de la virginité dans la Rome antique, impossible de ne pas mentionner la fascination mêlée de peur qu'elle suscitait. Car cette obsession n'était pas seulement une question de morale ou de religion, c'était aussi une forme de pouvoir politique. Les élites savaient parfaitement utiliser cette valeur sociale pour asseoir leur autorité et manipuler la population. Prenons un exemple. Un général romain, revenant victorieux, pouvait se vanter de ses conquêtes militaires, mais il se devait aussi de montrer que sa maison et sa lignée étaient irréprochables. Une fille accusée d'avoir perdu sa virginité hors mariage, c'était une tâche indélébile, capable d'affaiblir son prestige devant le Sénat ou le peuple. La virginité devenait alors un enjeu stratégique, un capital politique autant qu'un capital familial. Mais ce n'est pas tout. Cette obsession se traduisait aussi dans les mythes et récits fondateurs de Rome. De la légende de Rhea Silvia, la mère de Romulus et Rémus, jusqu'au rituel où la virginité jouait le rôle de sceau divin, l'imaginaire collectif associait la pureté sexuelle à la survie même de la cité. Perdre cette pureté, c'était menacer Rome. Voilà pourquoi les châtiments infligés aux vierges accusées étaient aussi violents. Il ne s'agissait pas seulement de punir une personne, mais de donner l'impression que Rome tout entière se purifiait d'une souillure. Cette vision explique pourquoi les Vestales, vierges consacrées au feu éternel, vivaient à la fois dans le privilège et dans la terreur. Car tant qu'elles incarnaient la pureté, elles étaient honorées, protégées, presque vénérées. Mais si leur chasteté était mise en doute, elle devenait le symbole d'un danger cosmique. Et ce danger, Rome ne pouvait le tolérer. Ainsi, la virginité dans la Rome antique n'était pas seulement une affaire privée. Elle se trouvait au cœur d'un système social, religieux et politique. Une vertu transformée en piège, où l'échec ou l'accusation suffisait à justifier les punitions les plus terribles. Et c'est justement là que nous devons entrer dans l'univers des Vestales. Ces jeunes femmes sacrées, à la fois honorées comme des prêtresses et condamnées comme des prisonnières de leur serment. Parmi toutes les figures féminines de la Rome antique, aucune n'était plus entourée de mystères et de craintes que les Vestales. Ces prêtresses, choisies dès leur enfance, avaient pour mission de garder le feu sacré de Vesta, la déesse du foyer et de la cité. Ce feu, qui brûlait jour et nuit dans le temple de Rome, symbolisait la survie même de l'Empire. Et ce n'est pas une métaphore. Si la flamme venait à s'éteindre, on croyait que Rome était menacée de malheur. Les jeunes filles destinées à devenir Vestales étaient sélectionnées entre 6 et 10 ans. Imaginez, des enfants arrachés à leur famille, conduites en grande cérémonie dans le sanctuaire, et liés par un serment inviolable de chasteté pour 30 longues années. 30 années de service, de silence et de discipline. Pour les familles, c'était un honneur immense. Avoir une fille vestale signifiait entrer dans le cercle sacré des protecteurs de Rome. Mais pour les filles elles-mêmes, c'était une vie hors du monde, faite d'isolement, de privilèges et de dangers mortels. Car la virginité des Vestales n'était pas une simple promesse privée. Elle représentait, aux yeux du peuple et des dieux, l'équilibre de l'ordre cosmique. Si une Vestale rompait son vœu de chasteté, on croyait que la colère divine s'abattrait sur Rome entière. Famine, défaite militaire, épidémie. Une seule faute individuelle était perçue comme un désastre collectif. On pourrait croire que ces prêtresses vivaient protégées comme des reines sacrées. C'est vrai, dans un sens, elles avaient des privilèges uniques, pouvaient posséder des biens, s'asseoir aux meilleures places lors des jeux, et leurs paroles avaient un poids juridique. Mais cette gloire était un piège, car leur vie ne leur appartenait pas. Elles étaient surveillées, contrôlées, prisonnières d'un idéal impossible. Et lorsque la rumeur d'un manquement à la chasteté surgissait, la gloire se transformait en terreur.
La Vestale, jadis honorée, devenait coupable avant même d'être jugée. La vie quotidienne des Vestales pouvait sembler enviable de l'extérieur, mais en réalité, elle était faite de rituels oppressants et de surveillance constante. Leur principale mission était d'entretenir le feu éternel de Vesta, une flamme qu'aucune tempête, aucune distraction, aucune négligence ne devait éteindre. Si cela arrivait, la Vestale responsable était fouettée publiquement, même si elle n'avait fait preuve que d'un simple moment d'inattention. La punition n'était pas seulement physique, elle était symbolique. C'était comme rappeler au peuple que les prêtresses n'étaient pas au-dessus de l'ordre, mais esclaves d'un devoir sacré. En dehors de ce rôle central, les Vestales participaient à d'innombrables cérémonies religieuses. Elles confectionnaient des objets rituels, préparèrent des offrandes, et leur présence était indispensable dans certaines fêtes officielles. Leur simple apparition dans une procession suffisait à rappeler la pureté supposée de Rome. Mais derrière cette image idéale, la pression était écrasante. Chaque geste, chaque regard était scruté. Un sourire mal interprété, une absence de retenue, et les rumeurs pouvaient commencer à circuler. Les Vestales vivaient dans une résidence spéciale, le Atrium Vestae, un complexe près du Forum. De l'extérieur, c'était un palais avec des cours et des jardins. Mais en réalité, ce lieu était une cage dorée. Elles n'avaient pas la liberté de choisir leur avenir, leur mariage, leur vie sociale. Leurs seules compagnes étaient les autres Vestales et les prêtres qui les surveillaient. Et cette surveillance n'était pas qu'une formalité. Les grands pontifes, les plus hauts prêtres de Rome, étaient responsables de vérifier leur conduite. Un seul soupçon pouvait suffire à déclencher une enquête, et lorsque l'enquête commençait, les chances d'échapper à la condamnation étaient infimes, car l'honneur de Rome ne pouvait tolérer la moindre faille. Mieux valait sacrifier une Vestale que risquer la colère des dieux. Ainsi, leur existence se résumait à un paradoxe cruel. Honorées comme des déesses, mais traitées comme des prisonnières d'un destin implacable. On pourrait croire que, malgré leur enfermement, les Vestales vivaient dans une certaine sécurité, à l'abri des intrigues politiques. Mais ce serait oublier la nature même de Rome, une cité où religion et politique étaient indissociables. Les Vestales n'étaient pas seulement des prêtresses, elles étaient aussi des symboles vivants que les hommes de pouvoir n'hésitaient pas à instrumentaliser. Lorsqu'une crise frappait Rome, une défaite militaire humiliante, une famine ou une épidémie, il était tentant de chercher un bouc émissaire. Et qui mieux qu'une Vestale accusée d'avoir rompu son vœu de chasteté? Dans l'esprit collectif, cela expliquait tout. Si les dieux punissaient Rome, c'était parce que la pureté avait été souillée. Ainsi, une prêtresse pouvait être désignée coupable sans preuve, simplement pour apaiser la colère du peuple et redonner confiance dans l'ordre établi. Certaines affaires sont restées célèbres. On raconte par exemple que, sous l'empereur Domitien, plusieurs Vestales furent accusées de relations interdites. Les sources divergent, certains disent qu'il s'agissait de véritables amours clandestines, d'autres affirment qu'il s'agissait de complots politiques pour éliminer des familles influentes. Quoi qu'il en soit, le résultat était toujours le même. L'accusé était condamné, car dans une affaire opposant une Vestale à l'autorité de Rome, la Vestale perdait toujours. Et la sentence n'était pas une exécution banale. Rome avait horreur de verser le sang d'une prêtresse consacrée aux dieux. Alors, pour contourner ce tabou, on avait inventé un châtiment unique, cruel et symbolique, l'ensevelissement vivant. La Vestale accusée était descendue dans une petite chambre souterraine avec un peu de nourriture et d'eau pour donner l'illusion qu'elle n'était pas directement mise à mort. Ensuite, on refermait la tombe. Le peuple considérait ainsi que les dieux, et non les hommes, décidaient de son sort. Ainsi, les Vestales vivaient constamment dans la crainte. Leur privilège n'était qu'une façade fragile, toujours menacée par le poids écrasant de leur serment et l'appétit de pouvoir des hommes. À Rome, une accusation de rupture de virginité suffisait à bouleverser des vies entières. Peu importait que l'accusée fût une Vestale,
ou une simple jeune fille promise au mariage. Le soupçon seul pouvait détruire sa réputation et celle de sa famille. Mais pour les Vestales, la mécanique était encore plus implacable, car leur chasteté était censée protéger toute la cité. Le processus commençait souvent par une rumeur. Un voisin, un serviteur, parfois même un ennemi politique d'un proche, pouvait répandre l'idée qu'une Vestale avait été vue en compagnie d'un homme. Ces murmures se transformaient vite en accusations formelles portées devant le Pontifex Maximus, le grand pontife qui était à la fois juge religieux et figure politique. Contrairement au procès civil, il n'y avait pas de jury indépendant, ni de véritable défense. La parole d'un accusateur puissant pouvait peser bien plus que la vérité. Les interrogatoires se déroulaient en secret, souvent dans un climat de peur. Les Vestales n'étaient pas torturées, car leur statut sacré l'interdisait, mais les hommes accusés avec elles n'avaient pas cette chance. On les forçait à avouer, à accuser, à fournir la moindre preuve qui confirmerait la culpabilité de la prêtresse. Le procès n'était donc pas un espace de justice, mais un rituel destiné à légitimer une condamnation presque inévitable. Il existait néanmoins des cas où une Vestale échappait à la sentence. Parfois, les grands pontifes eux-mêmes hésitaient à condamner sans preuve solide, car une injustice trop évidente risquait de provoquer la colère du peuple ou de diviser le Sénat. Mais ces acquittements restaient rares et souvent perçus comme un signe de clémence exceptionnelle, non comme un droit. En réalité, le procès d'une Vestale n'était pas seulement une affaire religieuse, c'était aussi un outil politique. Un empereur ou un sénateur pouvait s'en servir pour abattre une famille ennemie, ou au contraire pour démontrer sa propre piété en punissant impitoyablement la moindre faute sacrée. L'accusation contre une Vestale ou contre une vierge romaine ne relevait pas seulement d'un scandale moral, elle était interprétée comme un signe du courroux divin. Ainsi, chaque procès prenait des allures de drame religieux où l'accusé devenait le centre d'une mise en scène solennelle et terrifiante. Le Pontifex Maximus, garant de la pureté rituelle, dirigeait les interrogatoires. Il ne s'agissait pas de prouver une faute par des faits objectifs, mais de rétablir l'équilibre rompu. Si une Vestale était soupçonnée, c'est que l'ordre cosmique avait vacillé. La famine, une défaite militaire, une épidémie, tout pouvait servir de preuve indirecte de sa culpabilité. En d'autres termes, l'accusé était condamné avant même de parler. Pour les familles des jeunes femmes ordinaires, le procès avait une dimension tout aussi destructrice. Une vierge promise au mariage, si elle était suspectée de ne pas être intacte, pouvait être répudiée publiquement. L'accusation suffisait à ruiner une alliance entre deux clans, à briser des ambitions politiques. Ainsi, le corps des jeunes filles devenait un champ de bataille où se jouaient des intérêts bien plus vastes que leur propre destinée. Les témoins, eux, étaient souvent choisis parmi les esclaves ou les proches, des personnes faciles à manipuler. On les forçait à raconter ce que les juges voulaient entendre. La vérité comptait peu. Ce qui importait, c'était de rassurer le peuple que l'ordre serait rétabli. Une condamnation spectaculaire servait de leçon. Un avertissement. Rome ne tolérerait aucune souillure de sa pureté sacrée. Mais il y avait une ironie tragique dans tout cela. Plus une Vestale était célèbre, respectée, admirée, plus elle devenait une cible idéale. Accuser une prêtresse vénérée, c'était frapper un symbole, montrer que personne, pas même les gardiennes du feu sacré, n'était au-dessus des lois divines. Ainsi, les procès de vierges et de Vestales ressemblaient moins à une quête de justice qu'à une cérémonie sacrificielle, où l'accusé portait le poids de toute la cité. Lorsque le verdict tombait, il n'y avait presque jamais de surprise. La culpabilité semblait déjà écrite dans le marbre, et la sentence n'était qu'une formalité. Mais ce moment de condamnation était entouré de rituels théâtraux qui ajoutaient à l'horreur. Pour une Vestale reconnue coupable, la procédure suivait un protocole précis. Le Pontifex Maximus annonçait publiquement la décision, souvent devant le peuple assemblé.
L'accusée, jadis honorée comme une prêtresse sacrée, était désormais perçue comme une traîtresse non seulement à son serment, mais à toute la cité. Le contraste renforçait l'impact. Plus la chute était grande, plus la punition semblait justifiée. L'un des aspects les plus cruels de ces procès était le silence imposé. Les Vestales ne pouvaient pas véritablement se défendre. Leurs paroles avaient du poids lorsqu'elles étaient honorées, mais disparaissaient dès qu'elles devenaient suspectes. Le peuple n'entendait pas leur version, seulement l'accusation officielle récitée par les prêtres et reprise par les élites politiques. Ainsi, l'image publique d'une Vestale coupable était fabriquée bien plus qu'elle n'était démontrée. Pour les jeunes femmes ordinaires, les procès n'étaient pas moins terribles. Être accusée de ne pas être vierge avant le mariage signifiait être rejetée, parfois reniée par sa famille, voire punie de manière humiliante. Certaines sources évoquent des châtiments physiques, mais le plus fréquent était la mort sociale. Plus personne ne voulait les épouser, leur nom devenait synonyme de honte, et elles pouvaient finir réduites à l'esclavage ou à la mendicité. Dans tous les cas, l'essentiel n'était pas de juger une faute réelle, mais de montrer un exemple. Le procès servait à réaffirmer que Rome restait pure, que ses dieux restaient honorés et que toute transgression serait effacée par une punition exemplaire. Mais la condamnation n'était que la première étape, car ce qui suivait était encore plus effroyable, les punitions elles-mêmes pensées pour être à la fois atroces et symboliques. Et parmi elles, l'ensevelissement vivant reste l'une des pratiques les plus macabres et glaçantes de l'histoire romaine. Quand une Vestale était reconnue coupable d'avoir rompu son vœu de chasteté, la punition la plus effroyable attendait. L'ensevelissement vivant, ce supplice, unique dans le monde romain, avait été inventé précisément pour contourner un tabou religieux. Il était interdit de verser le sang d'une prêtresse sacrée. Alors, les Romains choisirent une méthode qui leur permettait de laisser faire les dieux, tout en éliminant celle qu'ils considéraient comme une menace. La cérémonie commençait dans un silence solennel. La Vestale condamnée était conduite à travers les rues de Rome, voilée, vêtue de blanc, comme pour rappeler ironiquement sa pureté perdue. Le peuple l'accompagnait du regard, certains horrifiés, d'autres convaincus d'assister à une justice divine. Le cortège s'achevait à la Porta Collina, une des portes de la ville où l'attendait une chambre souterraine spécialement préparée. Cette cellule était minuscule. Une couche, une lampe, quelques aliments et un peu d'eau. Ce détail macabre donnait l'illusion que la Vestale n'était pas directement mise à mort. Les prêtres affirmaient qu'elle avait reçu les moyens de survivre. Mais chacun savait qu'une fois la porte scellée, l'air s'épuiserait rapidement et la mort viendrait par suffocation ou par faim. Le contraste était saisissant. Une femme, autrefois honorée, respectée comme une protectrice de la cité, se retrouvait abandonnée vivante dans une tombe. Ce rituel cruel avait un double objectif, punir la Vestale et rassurer le peuple. Car, en l'enterrant, on prétendait enterrer aussi la souillure qui menaçait Rome. Ce châtiment glaçait d'autant plus les esprits qu'il n'était jamais secret. Bien que la mise à mort se déroulât hors de la vue du peuple, chacun connaissait les détails. L'horreur se propageait par les récits, renforçant la terreur sacrée attachée aux Vestales. Et ce supplice n'était pas le seul, car d'autres punitions, plus discrètes mais tout aussi terrifiantes, attendaient celles dont la virginité était remise en cause. Si l'ensevelissement vivant reste la punition la plus célèbre et la plus choquante, ce n'était pas la seule forme de châtiment réservée aux Vestales ou aux vierges accusées. D'autres supplices, plus symboliques, mais non moins terrifiants, étaient employés pour rappeler à tous que le corps féminin appartenait à l'ordre sacré de Rome et qu'il ne pouvait être profané sans conséquence. L'une de ces punitions consistait en des flagellations rituelles. Lorsqu'une Vestale était jugée responsable de l'extinction du feu sacré de Vesta, même par accident, elle était fouettée en public. Le geste n'était pas censé tuer, mais il marquait dans la chair l'humiliation d'avoir trahi sa mission. Le peuple qui assistait à ces scènes voyait en ces coups
la réaffirmation d'une discipline divine. Même celles qui n'étaient pas coupables de souillure sexuelle vivaient dans la peur constante de ce châtiment. Pour les jeunes femmes ordinaires, accusées d'avoir perdu leur virginité avant le mariage, les sanctions pouvaient varier selon le rang social. Dans les familles aristocratiques, l'accusée pouvait être enfermée dans la maison familiale, isolée, parfois contrainte au suicide, pour éviter un scandale public. Chez les plus modestes, la punition prenait souvent la forme de répudiation, suivie d'un mariage arrangé avec un homme de condition inférieure, comme pour marquer à jamais son déshonneur. Certains textes laissent entendre que des jeunes filles furent condamnées à des formes d'exécution plus directes, étranglement, exposition publique, voire esclavage forcé. Même si ces récits sont rares et souvent mêlés de légendes, ils traduisent bien l'obsession romaine. La virginité n'était pas une vertu individuelle, mais un bien collectif. Sa perte signifiait la mise en danger de l'équilibre familial et social, donc elle devait être effacée par une punition exemplaire. Ces châtiments, qu'ils soient spectaculaires ou discrets, avaient tous un point commun. Ils transformèrent la douleur et l'humiliation d'une femme en leçon pour toute la cité. Rome voulait montrer que la pureté était une affaire publique et que toute transgression devait être expiée dans la souffrance. Au-delà des supplices eux-mêmes, ce qui rendait ces punitions encore plus effroyables était la dimension psychologique et symbolique. Être accusé de trahison envers son vœu de virginité ne signifiait pas seulement perdre la vie, c'était être effacé de la mémoire collective comme une honte vivante pour Rome. L'ensevelissement vivant, par exemple, avait une portée beaucoup plus vaste que la mort physique. La Vestale condamnée était emmenée jusqu'à sa tombe en une procession sinistre, silencieuse, comme une funéraille inversée. Mais au lieu de pleurs, la foule restait figée, parfois même soulagée. Car pour le peuple, ce sacrifice permettait de purifier Rome et d'éloigner la colère divine. La prêtresse n'était plus une femme, mais une offrande vivante aux dieux. Même les détails de la mise à mort renforçaient ce caractère symbolique. La nourriture laissée dans la tombe, pain, eau, lait, n'avait pas pour but de prolonger réellement la survie. C'était une façon hypocrite de dire « Nous ne tuons pas, nous abandonnons ». Ainsi, les Romains se déchargèrent de la responsabilité directe de ce meurtre en la transférant aux dieux. Pour les jeunes filles non consacrées, la logique était la même. La punition n'était pas tant destinée à corriger qu'à effacer la souillure. Une femme, jugée coupable, devenait une menace pour l'ordre social. Il fallait la marquer, l'humilier ou la supprimer. Ce n'était pas sa faute individuelle qui importait, mais l'exemple donné à toutes les autres. Cette cruauté systématique révèle à quel point la virginité était perçue comme un pilier de la civilisation romaine. Ce n'était pas une affaire intime, mais une garantie collective. Et lorsque ce pilier semblait menacé, Rome réagissait avec une violence démesurée, comme si la survie même de l'Empire dépendait du sort d'une seule femme. Ainsi, derrière chaque châtiment, il y avait un message clair. La pureté n'était pas un choix, mais une obligation sacrée. Et toute défaillance devait être lavée par la souffrance ou par la mort. À Rome, les châtiments n'étaient pas seulement des exécutions ou des corrections, ils étaient des spectacles. La cité entière fonctionnait sur une logique de mise en scène, où la douleur et l'humiliation servaient de théâtre moral. Punir une Vestale ou une vierge accusée n'avait de sens que si tout le monde en tirait une leçon. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les Romains n'assistaient pas directement à l'ensevelissement vivant. Le rituel se déroulait à l'écart, dans le silence, loin des yeux de la foule. Mais l'essentiel n'était pas d'y assister, c'était d'imaginer. Le cortège public jusqu'à la tombe suffisait. La prêtresse voilée, conduite comme une morte vivante, créait une image gravée dans les esprits. Les citoyens n'avaient pas besoin de voir l'horreur pour en ressentir l'effet. Pour d'autres châtiments, en revanche, la dimension théâtrale était pleinement assumée. Les flagellations publiques, les humiliations cérémonielles, les annonces officielles de condamnation. Tout cela se faisait devant la foule, qui devenait témoin et garante de la pureté restaurée. Plus la scène était dramatique,
plus le message passait. Rome ne plaisantait pas avec la virginité. Il faut comprendre que, dans une société où le pouvoir se nourrissait de symboles, la punition servait d'avertissement permanent. La souffrance d'une seule femme devenait un spectacle éducatif pour des milliers d'autres. On ne cherchait pas à cacher la cruauté, au contraire, on la brandissait comme preuve de piété et de discipline. Ce théâtre de la douleur faisait écho aux autres rituels romains, comme les jeux du cirque ou les exécutions de criminels. Le sang, la souffrance et la peur étaient des outils politiques, destinés à rappeler l'ordre et l'autorité. La punition d'une vestale, même invisible, avait la même fonction: marquer les esprits, graver dans la mémoire collective que le corps des femmes appartenait autant à la cité qu'à elle-même. La punition des vierges et des vestales ne se limitait pas à l'acte lui-même. Elle était précédée et suivie d'une véritable dramaturgie publique. Chaque étape avait une fonction précise, destinée à impressionner la foule et à rappeler que la cité demeurait sous l'œil des dieux. Le cortège d'une vestale condamnée, par exemple, suivait un itinéraire calculé. On la faisait passer par des lieux symboliques: le forum, cœur politique de Rome, ou encore près des temples majeurs. La cité entière devenait un décor sacré où la prêtresse déchue servait d'actrice tragique. Même voilée, son silence et sa démarche contrainte parlaient plus fort que n'importe quel discours. Pour les spectateurs, ce moment n'était pas seulement une procession funèbre, c'était un avertissement adressé à toute Rome. Les discours officiels renforçaient cette impression. Le Pontifex Maximus, ou un représentant de l'État, expliquait que la faute de la Vestale avait attiré la colère divine et que son châtiment visait à restaurer l'ordre cosmique. Ces paroles solennelles transformaient une condamnation individuelle en acte collectif. Le peuple, en écoutant, avait l'impression de participer lui-même à la purification de la cité. Dans le cas des jeunes filles ordinaires, la dimension publique prenait d'autres formes. Certaines étaient répudiées publiquement lors de cérémonies familiales, d'autres exposées à la moquerie dans leur quartier. Même sans mise à mort, l'humiliation devenait spectacle. Les murmures, les rires, les regards pesants suffisaient à faire de leur honte un exemple visible. Ce système de punition publique s'inscrivait dans une logique plus large propre à Rome. Rien ne devait rester dans l'ombre. Le pouvoir se renforçait en s'exposant, et plus la mise en scène était théâtrale, plus la peur gagnait en efficacité. Rome ne cherchait pas seulement à corriger des fautes, mais à façonner des comportements par la terreur. Ainsi, la souffrance d'une seule femme, exposée ou racontée, devenait un outil de contrôle pour toute la société. Le spectacle des punitions ne se terminait pas au moment où la sentence était exécutée. Au contraire, son efficacité résidait dans la mémoire collective qu'il laissait derrière lui. Les Romains savaient très bien que l'imagination d'un peuple pouvait être plus redoutable que la vision directe d'un supplice. Ainsi, l'image d'une Vestale descendue dans une tombe scellée, ou celle d'une jeune fille répudiée devant toute sa famille, restait gravée dans les esprits bien longtemps après l'événement. Les récits circulaient de bouche à oreille, amplifiés par la peur et l'indignation. Chaque génération transmettait ses histoires aux suivantes, comme des légendes sombres qui rappelaient aux femmes l'importance de la chasteté, et aux hommes leur rôle de gardien de l'ordre moral. Ces récits prenaient presque une dimension mythologique. Les Vestales condamnées devenaient des figures fantomatiques, des avertissements vivants contre la désobéissance. Ce phénomène s'explique aussi par le rôle central de la communauté dans la Rome antique. La honte et l'honneur n'étaient jamais individuels, mais collectifs. Ainsi, une punition publique n'était pas seulement un châtiment, c'était une scène destinée à réaffirmer les liens de la cité. En voyant une Vestale punie, chaque citoyen se sentait, paradoxalement, rassuré. L'ordre était maintenu, les dieux étaient apaisés, Rome survivrait. Mais derrière cette façade de cohésion, il y avait une violence sourde. La cité se construisait sur la peur permanente. Peur des dieux, peur du déshonneur, peur de l'humiliation publique.
Les punitions des vierges, par leur caractère spectaculaire, incarnaient cette terreur collective. En un sens, elles n'étaient pas seulement un spectacle de punition, elles étaient un spectacle de pouvoir. Et ce pouvoir, Rome l'exerçait sans limite, car derrière le théâtre des supplices se cachait une réalité brutale. La vie des femmes, leur corps et leur destin n'étaient jamais vraiment les leurs. Ils appartenaient à Rome, à ses dieux et à son obsession de pureté. Lorsque l'on observe ces rituels de punition, une évidence s'impose. La Rome antique utilisait la virginité comme un outil de contrôle. Derrière le discours religieux et les cérémonies sacrées, il s'agissait avant tout de discipliner la société par la peur. La chasteté des femmes n'était pas une vertu privée, mais une obligation publique, surveillée et sanctionnée par l'État et la religion. Ce système a laissé un héritage psychologique puissant. La menace constante d'être accusé, humilié ou sacrifié créait un climat de terreur silencieuse. Les jeunes filles grandissaient avec l'idée que leur valeur résidait dans un état fragile et intangible, susceptible de disparaître à la moindre rumeur. Les familles, obsédées par l'honneur, devenaient elles-mêmes des relais de cette pression sociale. Ainsi, l'oppression ne venait pas seulement des prêtres ou des empereurs, mais aussi du cercle intime, des pères, des frères, des époux. L'héritage le plus marquant de ces pratiques est peut-être cette confusion volontaire entre morale personnelle et stabilité politique. Une Vestale condamnée n'était pas seulement une femme fautive, elle devenait responsable des malheurs de Rome entière. La honte d'une vierge déchue n'était jamais limitée à elle-même, mais projetée sur toute une communauté. Ce mécanisme renforçait l'idée que le corps féminin était un champ de bataille où se jouait le destin collectif. En transformant la virginité en bien public, Rome en fit un outil redoutable de contrôle. Cette logique explique pourquoi les punitions étaient si violentes. Elles n'avaient pas seulement pour but de punir une femme, mais de rassurer toute une société. Rome devait montrer qu'aucune faiblesse, même intime, ne pouvait échapper à son autorité. Mais cet héritage ne s'arrête pas là. Car si les Vestales et les Vierges de Rome ont disparu depuis des siècles, leur histoire continue d'inspirer des réflexions sur la manière dont les sociétés utilisent la peur pour gouverner. L'impact de ces pratiques dépasse largement la Rome antique. Elles révèlent un modèle de domination qui s'est répété sous des formes différentes dans de nombreuses civilisations. L'idée que la pureté des femmes incarne la stabilité d'une société est un héritage direct de ce système romain. On la retrouve au Moyen Âge, avec les codes de chasteté imposés aux reines et aux nobles, et même dans des contextes plus modernes où l'honneur familial reste lié à la virginité féminine. À Rome, cette logique était institutionnalisée. Le corps d'une Vestale appartenait littéralement à la cité. Il symbolisait la survie du feu sacré, la continuité de l'empire, l'équilibre des dieux. En brisant ce serment, volontairement ou non, elle devenait l'ennemi de tous. Cette assimilation entre le destin d'une femme et celui de tout un peuple montre à quel point Rome utilisait le contrôle du corps féminin comme ciment politique. Mais il faut aussi voir l'autre face de cette réalité. La peur fonctionnait comme une arme psychologique. La menace de l'ensevelissement vivant ou de l'humiliation publique était si forte qu'elle suffisait souvent à maintenir l'obéissance. Peu de Vestales osaient franchir la ligne, non seulement parce qu'elles croyaient au pouvoir des dieux, mais aussi parce qu'elles savaient que Rome se chargerait de faire de leur faute un spectacle inoubliable. Ce climat d'angoisse permanente n'était pas un accident, mais une stratégie. Une société gouvernée par la peur se tient tranquille. Rome, en érigeant la virginité au rang de symbole sacré, imposait aux femmes un rôle impossible, celui d'être à la fois humaine et divine. Et dès qu'elles échouaient à atteindre cet idéal inhumain, elles devenaient les victimes sacrificielles d'un système qui ne leur pardonnait rien. En cela, l'histoire des Vestales n'est pas seulement un épisode cruel de l'Antiquité, c'est un miroir. Il nous montre comment une civilisation brillante et puissante a bâti une partie de son autorité sur la peur,
l'humiliation et la souffrance des plus vulnérables. En observant ces récits aujourd'hui, il est difficile de ne pas ressentir à la fois de la fascination et de l'effroi. Fascination, car il révèle jusqu'où Rome était prête à aller pour préserver son ordre religieux et politique. Effroi, car derrière la grandeur de ses temples et la gloire de ses armées se cachait un système qui broyait les individus, en particulier les femmes, au nom d'une pureté idéalisée. L'histoire des Vestales et des Vierges punies rappelle une vérité universelle. Lorsqu'une société transforme la morale intime en affaire publique, la liberté disparaît. La virginité n'était pas seulement une vertu, mais une arme de contrôle social, un outil qui permettait aux puissants de justifier les pires violences. Les Romains croyaient protéger leur cité, mais en réalité, ils entretenaient une culture de la peur et du sacrifice. Cet héritage continue d'avoir des résonances. Même si nous ne scellons plus des femmes vivantes dans des tombes, les échos de ces logiques persistent. Les jugements sur le corps des femmes, les attentes de pureté, les pressions liées à l'honneur familial. À travers les siècles, on retrouve la même idée. Contrôler la sexualité féminine, c'est contrôler la société. Rome n'a pas inventé ce mécanisme, mais elle l'a poussé à un niveau institutionnel impressionnant, gravé dans le marbre de son histoire. En fin de compte, ce que nous apprennent ces récits, c'est que la peur est un outil politique puissant, mais fragile. Elle peut maintenir l'ordre un temps, mais elle finit toujours par révéler les failles d'une civilisation. Rome, malgré sa puissance, n'a pas échappé au déclin. Et peut-être que, derrière ses conquêtes et sa grandeur, la violence exercée contre les plus vulnérables en dit long sur les fissures invisibles de son empire. C'est ainsi que l'histoire des châtiments des Vierges nous parle encore aujourd'hui. Elle nous invite à réfléchir à la manière dont les sociétés utilisent la peur pour gouverner et au prix que payent ceux qui en deviennent les victimes.